Une semaine dans le monde, c'est l'actualité des 7 derniers jours, vue par nos éditorialistes. Aujourd'hui, Birgit Holzer du magazine Paris-Berlin, Isis Ascoberetta pour Cartooning for Peace, José-Manuel Lamarque de France Inter et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. On évoquait à l'instant le dossier du Brexit et donc la proposition, puisque pour l'instant ce n'est qu'une proposition, reste à savoir la réponse des Européens à ce que souhaite Theresa May, à savoir une période de grâce de 2 ans, 2 années après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est-à-dire le 29 mars 2019, puisqu'on a désormais la date, 2 années pendant lesquelles les liens seraient maintenus avec l'Union européenne. C'est un aveu de faiblesse des Britanniques, Birgit Holzer. En tout cas, c'est un revirement un peu étonnant, hein, d'après des mois et des mois où déjà c'était pas très clair, mais surtout au début, elle plaidait pour un Brexit dur, où elle a dit même pas de compromis, où tout est mieux qu'un mauvais compromis pour nous. Ça montre surtout que le gouvernement britannique actuel est assez perdu et n'arrive pas à trouver une position commune déjà. Ils craignent de perdre l'accès au marché, mais évidemment du côté européen, on conditionne le maintien dans le marché à la libre circulation des personnes et donc on maintient dans leur intégralité des droits aujourd'hui consentis aux citoyens européens sur le territoire britannique. Là aussi, on a senti une inflexion de Theresa May. Elle dit que les tribunaux britanniques devront prendre en compte la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que c'est clair comme position, ça, ou est-ce qu'on essaie juste de gagner du temps du côté des Britanniques, d'après vous? Mais juridiquement, c'est ingérable parce que quand on parle de marché unique, il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression économie unique. C'est plus qu'un marché, c'est une économie unique avec ses normes, ses règles, etc. Donc aujourd'hui, une entreprise anglaise, même en dehors du Brexit, enfin même en dehors de l'Union européenne, qui traiterait avec une entreprise de l'Union européenne ou avec un État de l'Union européenne, serait de toute façon soumise à une juridiction européenne en cas de conflit. Donc tout ça, c'est tous les jours on découvre ce genre de choses. Tous les jours on découvre qu'on peut dire oui, la justice anglaise sera indépendante. Bah, oui, sauf si vous traitez avec l'Union européenne, si vous traitez avec et puis on disait on va faire un accord avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a dit ah oui, mais nous peut-être que quand même on voudrait d'abord commencer par l'Union européenne parce que quand même 500 millions d'habitants. Les Australiens qui sont leurs cousins, leurs enfants, leurs petits frères ou leurs petites sœurs. On dit la même chose. Donc, tous les jours, on découvre. Donald Trump, qui leur a promis tout et n'importe quoi, finalement, il n'arrive même pas à aller en visite officielle. Donc, sortie de l'Europe, la mariée n'est plus aussi belle, en fait, pour tous ses partenaires, y compris pour ses propres composantes comme l'Écosse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Royaume-Uni, ce sont 2 îles. Et là, on est dans l'économie maritime. Tout ce qui va concerner le maritime, parce que c'est important pour eux. Et la fameuse frontière avec l'Irlande, d'ailleurs. La fameuse frontière avec l'Irlande, le transport maritime, les échanges, etc. Là, il va vraiment se passer des choses, on peut dire, très graves au niveau maritime. Et puis, ne l'oublions pas, le gouvernement anglais, on peut l'appeler anglais, parce que si les Écossais décident dans 1 an de s'en aller et que les Irlandais du Nord, aujourd'hui, catholiques et protestants réunis, il faut quand même le savoir, ont le droit tous d'obtenir un passeport de la République d'Irlande parce qu'ils sont irlandais, il y a un certain nombre d'Irlandais du Nord qui aujourd'hui se disent tiens, si on passait de l'autre côté, ça serait pas mal. Donc il ne restera plus que les Gallois, c'est ce que vous nous dites. Il resterait peut-être que les Gallois et ça deviendrait un gouvernement anglo-gallois. C'est quand même un grand pays. Il y a un moment où on finit par se dire peut-être qu'ils sont... Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est un grand pays qui a une profondeur historique, qui a fait des choix, je veux dire, qui sont discutables, mais on a fait les mêmes choix, on a la mémoire courte. En France, on a voté contre le traité de Lisbonne. Les Hollandais ont voté contre, je ne sais plus lequel, des traités constitutifs. Donc, nous, simplement, on s'est plus ou moins assis dessus avec élégance, en changeant de président, en faisant soi-disant de réformer des textes. Mais c'était pour le traité constitutionnel. Oui, donc je veux dire, nous aussi, il y a dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, même si tout le monde, je pense, sur le continent était à peu près d'accord. Vous parliez hors caméra de l'Europe de l'Est et en particulier des doutes des pays de Visegrad, Pologne, Tchéquie, etc., sur les bénéfices de l'Europe. Donc on n'est pas non plus la magnifique vitrine qui fonctionne parfaitement. Et le débat à l'intérieur de l'Europe est aussi important. C'est la raison, Birgit Holzer, pour laquelle il faut faire un exemple avec le Royaume-Uni, être intraitable sur la sortie de l'Union européenne pour dissuader d'autres, parce que c'était un peu le sentiment qu'on avait côté français. On voyait Angela Merkel au départ plutôt souple sur une position de négociation avec Londres, et puis elle s'est durcie ces derniers temps. Alors c'est quoi? C'est l'idée de montrer à la Pologne, à la Hongrie, à d'autres éventuellement qu'on ne sort pas impunément de la relation avec l'Union européenne? Peut-être pas impunément, mais peut-être pour montrer que c'est en tout cas un grand avantage d'être dans l'Union européenne au lieu d'être dehors. Et que
oui, on partage des valeurs, on partage un marché unique et que c'est très compliqué de revenir en arrière. Mais je pense aussi que ce vote du Brexit, effectivement, il a dévoilé des fractures dans un pays, dans une société qui n'est pas propre pas homogène. au Royaume. Oui, et tout le monde n'a pas voté pour les mêmes raisons. Le Brexit, d'ailleurs, on voit les sondages aujourd'hui, c'est toujours du 50-50. Hein. Ceci dit, que vous disiez qu'Angela Merkel, etc., s'est énervée, je ne suis pas le genre à s'énerver, mais elle s'est énervée à partir du moment où les Anglais ont commencé à jouer un pays contre l'autre, à vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. Et donc on leur a dit, c'est pas possible, vous ne pourrez pas nous désunir. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas avoir un bout de l'Europe et pas l'autre. C'est un système qui fonctionne ensemble. Je pense que c'est ça qu'elle a redit. Et en tout cas, les Britanniques, vous le voyez, alors les sondages, évidemment, on peut leur faire dire ce qu'on veut. D'ailleurs, avant le Brexit, ils donnaient tous ces résultats-là, 52% favorables au maintien dans l'Union européenne. Ça n'a pas empêché les Britanniques de voter à une courte majorité pour la sortie. Reste que voilà, la population britannique, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est toujours divisée, en deux parts quasi égales. Tout à fait. Et il faut ne pas oublier que Marcus Farage de l'UKIP avait surtout travaillé sur les pauvres, sur le quart-monde. Ça a été vraiment les électeurs qui ont élu le Brexit. Oui. C'était non aussi aux politiques d'austérité. C'était pas l'élite. De savoir, on verra tout à l'heure dans le journal de 21h, je ne sais pas comment vont réagir les Brexiteurs durs. Hein. C'est quand même une concession majeure qu'elle a faite, et en ajoutant 2 ans. Et Emmanuel Macron, lui d'ailleurs, salue des avancées, des signaux. Et dans les positifs, 2 ans, elle permet, d'après le discours, j'ai pas vu exactement, mais les ressortissants de l'UE qui voudraient s'installer au Royaume-Uni pendant la période de 2 ans pourraient toujours le faire. Simplement, il faudrait qu'ils s'enregistrent, ce qui est un mot pas très élégant, pour pouvoir régulariser leur situation après les 2 ans. Mais ça veut dire qu'en termes d'émigration, elle ne ferme pas les portes en 2019, si j'ai bien compris le discours. Isis Ascoberreta, évidemment, il n'y a pas de réaction aux dessinateurs, au discours que vient de faire Theresa May, mais plus généralement à ce sujet du Brexit. Oui, il y a justement ces dessins de Morten Morland, dessinateur anglais, un dessin publié dans The Spectator. Alors, on voit justement Theresa May avec tous les autres gens de son camp. Alors, les dessins, ces titres pilote de rotation déboussolés, parce que vous savez, il y a eu ce problème avec Ryanair qui avait annulé 2000 vols. Et donc, on voit justement Theresa May dans les cockpits avec tous les autres membres et qui sont en train de se bagarrer justement pour prendre le contrôle, parce que vous avez reconnu là Boris Johnson. Alors, on voit certains qui disent je suis en charge ici, poussez-vous, c'est à moi. Et on voit une Theresa May qui a un peu de mal à mettre un peu d'ordre là et dit taisez-vous et laissez-moi faire. Et cet autre dessin des Tjeerd Rodgers, dessinateur de Pays-Bas, un dessin publié sur Cartoon Movement. Donc là, on voit Theresa May en train de jouer le jeu de la main électrique, tu vois, que c'est un jeu d'adresse justement pour pouvoir sortir cette petite pièce. Si vous avez vu, c'est le Royaume-Uni. Elle peine un peu. Et si vous voyez bien, les schémas est encore très long avant qu'il puisse vraiment sortir la pièce. Et cet autre dessin des Paresh, dessinateur indien, dessin publié sur Kaggle Cartoons. Et vous voyez d'un côté Theresa May, justement, qui veut redonner un peu d'espoir aux Anglais en disant voilà, nous avons avec une vue excellente, nous avons des solutions. Et vous voyez bien que ce qu'on est en train de voir à travers les binoculaires, ben voilà, c'est toutes les questions qui restent encore en suspens, et qu'on va voir justement comment ça va être traité dans la quatrième partie de cette saga du Brexit. Donc, les statuts des citoyens européens, justement, on parlait de la frontière avec l'Irlande du Nord et la partie un peu aussi, l'addition, pour ainsi dire, la sortie. La sortie, voilà, qui reste encore pour l'instant un long chemin de croix. Des amendes à l'appel, des arrestations en rafale et maintenant des milliers d'agents déployés par la Guardia Civile. Madrid fait feu de tout bois pour dissuader les autorités catalanes d'organiser leur référendum d'autodétermination comme elles le souhaitent le 1er octobre prochain. L'affaire, déjà conflictuelle, a pris un tour franchement viril cette semaine avec l'arrestation donc de plusieurs responsables catalans ainsi que l'envoi, on l'a appris aujourd'hui, de 3 à 4 000 policiers. José Manuel Lamarque, une telle confrontation entre un État et l'une de ses provinces, la menace d'une rupture comme ça unilatérale, c'est un peu sans précédent dans l'histoire moderne de l'Union européenne. C'est sans précédent, puis vous ne vouliez pas qu'on parle de Trump, on va en parler, parce que Donald Trump a décomplexé beaucoup de chefs de gouvernement dans le monde. Et c'est le cas de Rajoy.
Rajoy y est allé. Alors, c'est la grande erreur de Rajoy, bien évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. On rappelle que quand Rajoy décide justement ce coup de force contre la Catalogne, d'abord, ça permet à son parti, le Partido Popular et le PSOE, qui est le Parti socialiste espagnol, qui a rejoint Rajoy dans l'action, qui soutient Rajoy, ça permet que pendant ce temps-là, on ne parle pas de la corruption en Espagne qui entache ces deux partis politiques, et surtout des gens qui sont très proches de Rajoy. Ça, c'est une chose. Il faut voir le côté espagnol, il faut voir le côté catalan. Le côté catalan, il y a déjà eu un référendum. Bon, Puigdemont, qui est le président de la Generalitat, a décidé d'un autre référendum. Alors, la Catalogne, on peut dire, au niveau de son indépendance et la conception de son indépendance, s'est réveillée, il faut le dire, malheureusement, cet été avec les attentats. Quand on discutait, et ça m'est arrivé avec les responsables catalans, on leur disait comment vous faites un État, il faut une monnaie, vous n'êtes pas encore dans l'Union européenne, il faut une armée. À chaque fois, ils disaient non, nous on va faire différent, de tout le monde. Donc c'était toujours très flou. Le côté de Rajoy, c'est que Rajoy, bien évidemment, il ne veut pas perdre la Catalogne. Pourquoi ? Parce que la Catalogne, c'est la région la plus riche d'Espagne, il ne faut pas l'oublier. Si on perd la Catalogne quand on est espagnol, ça fait très très mal. À savoir que Rajoy a fait ça en Catalogne, je ne pense pas qu'il l'aurait fait au Pays Basque. Parce que les Basques auraient réagi différemment. Maintenant, il leur a d'ailleurs concédé déjà un traité fiscal il y a quelques années. Il n'a pas voulu concéder aux Catalans. Toujours une réaction qui n'est pas du tout catalane. Ce qu'il faut voir... C'est plus violent. Ils se font respecter. Et bon, le niveau catalan maintenant, ce qui est très grave, c'est que vous avez la Guardia Civile qui arrive donc en Catalogne et qui va supplanter le Mossos d'Esquadra, qui sont la police catalane. Là, il risque vraiment d'y avoir des problèmes. Je pense qu'on va au clash. Mais le clash, ça ne sera pas la faute de Puigdemont, le président de la Generalitat, parce qu'ils veulent un référendum. Ça sera la faute de Rajoy qui joue très mal. Il joue très très mal et là, il est en train de faire une grave erreur au niveau de l'Union européenne, parce que ça ne va pas seulement concerner que la Catalogne. 70% des personnes qui habitent en Catalogne voulaient ce référendum. Ça ne veut pas dire que 70% étaient pour l'indépendance. Ils voulaient s'exprimer. Maintenant, regardez sur les images, on voit la tête de Franco. Oui, ça a des relents de franquisme en Espagne. On pensait que c'était terminé et peut-être que Rajoy est en train de rallumer un feu que l'on pensait éteint depuis longtemps. Birgit Holzer, il se met à dos l'Europe aujourd'hui, d'après vous, avec cette initiative ou pas? Est-ce qu'il est dans son bon droit, d'une certaine manière, Mariano Rajoy et le gouvernement espagnol? Parce qu'il faut dire qu'il est soutenu par la justice et la Cour constitutionnelle. Bien sûr, mais c'est inquiétant d'un point de vue européen. De toute façon, comment la violence monte et comment il gère une crise qui est en train de oui. Oui, qui est en train de miner son État. Après, ce que disent aussi les Catalans, à savoir... c'est-à-dire que l'Espagne qui reste dans le légalisme absolu, est-ce que ça peut être entendu d'un pays qui, précisément, ne veut plus... Enfin, d'une région qui ne veut plus être assujettie à la Constitution? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le... C'est pas très clair, parce que... certes, moi je suis d'accord avec toi, le gouvernement central, on va l'appeler comme ça, de Madrid, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, mais le processus a été capté en Catalogne par les durs. C'est pas du tout. Enfin, je veux dire, ils ont été élus là-dessus aussi. Hein. Enfin, ils ont été élus. C'était la promesse d'Artur Mas. Très courte majorité, faite de 36 000 gens totalement différents qui sont à peu près d'accord là-dessus. Mais par exemple, la maire de Barcelone, qui tout en disant qu'elle aimerait voter, elle n'est pas en faveur. Donc on voit bien que c'est aussi de chaque côté les plus durs, les plus motivés, ceux qui sont dans une situation de non-dialogue, qui ont capté le processus. La deuxième chose, c'est qu'il y a clairement un énorme malaise espagnol. Tu en as donné les éléments. D'abord, il y a des partis qui sont totalement discrédités, corrompus. On sort d'une crise économique dévastatrice. Donc, quand on dit 13%... Dévastatrice en Espagne, c'est réel. 10%, 13%, je sais pas quoi, de chômage en moins, mais on est monté à 30%, avec des villes fantômes, avec des scandales financiers partout. Donc, on sent bien qu'il y a un pays qui est en recherche d'un souffle, qui est probablement en recherche d'un nouveau pacte fédéral, entre guillemets, parce que, certes, la Catalogne, mais on parle du Pays Basque, mais on peut parler de... Enfin, toutes les régions, c'est assez fort quand même, la nouvelle répartition fiscale, etc. Tout ça, c'est possible, mais il faut une classe politique, malheureusement, dans ces moments historiques, il faut une classe politique qui soit à la hauteur, et on a l'impression que ce qui est là aujourd'hui en Espagne, ça les aidera pas. Et ça fait longtemps. De toute façon, c'est simple. Vous supprimez le Pays Basque et la Catalogne de l'Espagne, il n'y a plus d'Espagne. Parce que c'est les deux régions les plus riches. Et la Castille, rien ne pousse. Et de toute façon, ça n'a pas été développé. L'Andalousie non plus. Le vrai problème espagnol, il remonte à la mort de Franco. Aujourd'hui, Adolfo Suárez, qui a été le premier premier ministre espagnol, il n'aurait pas agi comme ça du tout. Oui. Bon, Rajoy
se prend pour Trump. Le problème de l'Espagne, c'est que quand la démocratie est arrivée en Espagne, je rappelle qu'il y a une loi d'amnistie générale, c'est-à-dire autant pour les crimes franquistes et les actions républicaines, et donc on n'en a plus parlé. Il n'y a pas eu de débat général en Espagne à la fin des années 70. Un débat national qui aurait dû être fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a été la Deuxième République espagnole, qu'est-ce qu'a été la guerre civile, qu'ont été les 40 ans de dictature. Ça, on a gommé, on n'a pas voulu en parler. Ils ont voulu faire moderne, ils ont voulu faire puissant, ils ont investi. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les relents de l'histoire qui reviennent. Et aujourd'hui, entre la Catalogne, c'est-à-dire entre Barcelone et Madrid, ça va être la haine. La séparation, elle est inévitable aujourd'hui, parce qu'on a du mal, quand on entend les échanges qui ont eu lieu, notamment au Cortés cette semaine, et puis surtout, bon, voilà, ce qui se passe dans la rue, on a du mal à imaginer que ces gens-là peuvent demain, référendum ou pas, continuer à... Quand vous lisez les réseaux sociaux espagnols, je dis bien espagnols et pas catalans, c'est étonnant, la haine des messages. Et en faveur de Rajoy, ce sont des messages de haine. C'est-à-dire, allez-y, allez carrément au coup d'État, quoi. On se demande s'ils ne veulent pas que la division de Brunet et la division de cavalerie espagnole envahissent la Catalogne. Je sais pas, moi j'ai un peu peur que ce soit aussi beaucoup les appareils qui s'expriment, les plus durs qui s'expriment, les militants qui s'expriment sur Facebook, sur Twitter, sur tout ça. Je pense pas qu'au fond, la grande partie des populations d'Espagne sont, Catalogne incluse ou exclue, sont pour une rupture du royaume complète avec des républiques qui partent dans tous les sens. Il y a le problème de l'Europe. L'Union européenne se garde bien d'avoir un avis juridique clair sur le sort d'une Catalogne indépendante. Donc on voit bien aussi que les Catalans ils disent c'est réglé, on aura tout de suite, etc. Mais non, c'est pas réglé du tout. Même pour l'Écosse, c'est pas du tout réglé. Ce qui est intéressant, on parlait de l'Europe tout à l'heure, c'est qu'on voit à quel point, au moment où on fédéralise. Par le haut, les fissures se font toutes par le bas. Donc ça veut dire quand même que tout cet équilibre ne gomme pas les identités, qu'au contraire, il faut reprendre les identités, il faut les inclure dans le projet européen parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont fortes, parce que plus le pouvoir est loin et le haut est désincarné, plus les réalités locales sont puissantes. Il y a des forces centrifuges, Birgit Holzer, en Europe. Ça favorise les régionalismes, justement, l'expression de ces particularités identitaires au détriment des États-nations. Bien sûr, et on parle de l'Espagne, mais on peut aussi parler de la Hongrie, de la Pologne, de pays qui s'éloignent aussi d'une certaine manière de l'Union européenne. On peut aussi parler de l'Allemagne ou de la France, où pendant la campagne électorale, il y avait aussi des voix très très fortes. Mais ce n'est pas un sentiment anti-européen qui s'exprime là en Catalogne, hein. C'est vraiment contre l'Espagne, semble-t-il, en tout cas. Mais c'est anti-espagnol. Oui, bien sûr. Mais effectivement, peut-être le fait de se sentir perdu dans son propre pays, ça pose un problème à l'Europe d'avoir des membres qui doivent d'abord gérer leur crise interne. Oui. De toute façon, ça fera débat en Espagne, parce que pour l'instant, c'est Madrid et Barcelone. Mais si vous avez la question basque avec le président basque de l'Euskadi, qui s'appelle Lehendakari, ça veut dire président, si lui aussi, à un moment, il va devoir aussi se prononcer. C'est-à-dire que tous les Espagnols, tous les responsables espagnols... que les Basques ne comprendraient pas que les Catalans choisissent l'indépendance et que eux restent les Basques membres ne comprennent pas ce que fait Rajoy. Oui, mais les Basques ont eu un super deal. Hein. Un super deal, mais je pense qu'ils n'ont pas oublié qu'ils ont eu des élus en prison, eux aussi. Oui. Donc il y a une forme de solidarité quand même. Pour l'instant, ils ne se sont pas exprimés. Il faut voir la suite des événements en Espagne, mais moi, je ne suis pas très confiant sur la suite. Isis Ascoberreta et cette Catalogne qui veut donc quitter l'Espagne. Oui, alors j'ai des premiers dessins qui sont des dessins de nos dessinateurs catalans. Donc il y a ces premiers dessins des Cap qui travaillent pour le journal La Vanguardia. Alors vous voyez bien tous les manifestants catalans qui soutiennent le référendum du 1er octobre. Et un premier plan, vous voyez justement... l'autruche qui représente justement cette politique de l'autruche de Madrid. Et cet autre dessin du dessinateur Inde, qui est un dessinateur anglais, mais qui habite depuis des années en Catalogne. Il travaille pour le quotidien Ara. Et donc, vous voyez justement Rajoy qui est avec tous les membres de son gouvernement et qui est en train de dire je dois vous informer que le gouvernement de la Catalogne a à sa disposition des urnes de votation massive. Un message qui nous rappelle un peu celui des Bush en parlant des armes chimiques de l'Irak.
et justement de ce qui s'est passé après quand ils ont allé chercher les matériels qu'ils allaient utiliser pour le référendum. Cet autre dessin, toujours d'Inde, aussi publié dans les quotidiens Ara. Alors voilà la lettre qui pourrait envoyer Puigdemont à Rajoy et au roi Philippe, cher Rajoy et Monsieur Rajoy et Sa Majesté Philippe VI. Voilà les mots qui disent tout et qui résument tout. Adios. Ça, c'est écrit en catalan, il faut le dire. C'est Benvingut, Senyor Rajoy, Sa Majesté Philippe VI, adeu. C'est-à-dire, chers messieurs, Monsieur Rajoy et Votre Majesté Philippe VI, adieu. Adieu, voilà. C'est pas de l'espagnol, c'est du catalan. Oui, non, c'est. Et les précédents aussi, parce qu'il travaille pour Ara. Aussi. Celui-ci, c'est un dessin d'El Chico Triste qui travaille. Il a fait ses dessins pour TV3, qui est une chaîne de télévision catalane. Alors celui-ci, il est en espagnol. Donc voilà, de quelle légalité vous parlez? Vous parlez de la vôtre ou de la nôtre? Et donc voilà, parce que les référendums, soit c'est illégal ou légal, ça dépend de quel côté on se positionne. Et voilà la réponse. Alors avec ce jeu que vous connaissez très bien, pierre, papier et ciseaux. Et un dernier dessin, celui-ci vient de Canada, c'est un dessin des Badauds qui travaillent pour le droit. Alors, ce qui est intéressant justement, parce qu'on parlait de cette autre partie des Catalans qui se sentent un peu obligés de participer à ces référendums, même s'ils ne se sentent pas vraiment concernés ou qu'ils les trouvent soit légitimes ou pas légitimes, et donc ils se trouvent un peu dans une position entre deux. Semaine de manifestation au Togo à l'appel de l'opposition qui réclame le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après les 37 années de règne déjà de son père Gnassingbé Eyadema. Le gouvernement sous pression a déjà concédé un projet de réforme constitutionnelle soumis mardi au Parlement. Il prévoit notamment de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais voilà, il n'est pas rétroactif. C'est là tout le problème, Ziad Imam. Je ne sais pas si c'est là tout le problème. Il y a clairement... Le Togo est rentré dans une des crises que les autres pays de la région, en Afrique de l'Ouest, ont déjà surmonté, qui est une espèce de transition démocratique plus aboutie, plus achevée. Bon, voilà, donc là, il y a clairement cette force qui est en train de jouer. Il y a, c'est vrai, un règne familial, ça, on est bien obligé de le dire, puisque ça doit faire 8 ou 9 ou 10, enfin, je sais pas, mandats successifs entre le père et le fils. Il y a une situation économique qui est très mauvaise. Souvent, on se focalise beaucoup sur le politique, mais le politique arrive à un moment où l'économie ne va pas bien. L'Afrique, de manière générale, a une période difficile, conjoncturelle, mais difficile, avec la chute des matières premières, pétrole, café, cacao, bauxite, tout ce qui est minéraux. Et puis, des pays comme le Togo et de Bénin, etc., vivent aussi beaucoup de la puissance nigériane qui tracte autour d'elle toutes sortes d'activités. Le Nigeria étant lui-même malade, donc toute cette partie de l'Afrique est ralenti. Donc il y a un ras-le-bol, ça c'est clair. Il y a un besoin de changement qui s'exprime, c'est très clair. Après, on peut rentrer dans le fine-tuning politique. Il y a aussi, dans les régions qui sont supposées être fortement acquises au parti du président Faure Eyadema, il y a un candidat d'opposition qui est né dans son propre terroir. Donc ça, c'est assez surprenant et suffisamment rare en Afrique pour être souligné. Donc on voit bien qu'il y a une demande. On ne peut pas échapper à la demande de changement. Donc pour le moment, la réaction, c'est de mettre des forces dans la rue quand même, c'est de proposer un truc un peu bidon quand même sur le plan constitutionnel qui passe pas. On va voir. Je ne suis pas forcément rassuré, d'autant plus que les 2 précédentes élections avaient été déjà marquées par des contestations massives, des violences, son arrivée au pouvoir. Voilà, il y a un besoin de renouvellement. Le caractère dynastique, José-Manuel Lamarck, ça pose un problème. On avait vu des contestations au Gabon déjà. Oui, déjà, mais je pense que de tout ça aussi, ce qu'il faut, la transition difficile, mais ce qui est important en Afrique, c'est surtout, on le voit depuis un certain nombre d'années, c'est la force de la presse africaine, la force des journalistes africains, même qu'ils soient indépendants, c'est leur force. C'est-à-dire, il y a une information africaine, il y a un peuple africain qui se lève, qui sort dans la rue, on est informé, on sait ce qui se passe, entre autres par la presse africaine. Et puis, je trouve que c'est le cas du Togo, mais ça peut être le cas Le Burkina d'autres était un pays. électrochoc de ce point de vue-là. Ça a été aussi un électrochoc et surtout, c'est la force aujourd'hui de l'électeur africain. Il comprend son poids politique. Toute l'Afrique de l'Ouest a fait une transition... Enfin,
Si vous regardez, il y a des élections à peu près... dans toute cette région, c'est à peu près stabilisé. Le Ghana a des élections, Sénégal a des élections, Côte d'Ivoire, depuis 2011, c'est stabilisé. Le Burkina, malgré les difficultés, le Mali, il y a quand même un renouvellement politique. Bon, c'est pas parfait, c'est pas parfaitement fonctionnel, on peut discuter de X ou de Y. Je pense que ce qui bloque au Togo, c'est comme ce qui bloque au Gabon, c'est quand même cette idée que faut qu'on sorte de ce concept dynastique. Avec la nouvelle constitution, force autorise pratiquement, s'il se présente, le nouveau mandat, on n'en sait rien, mais s'il se présente, ça peut aller jusqu'en 2025, donc 30. Donc je pense que l'Afrique, malgré ses difficultés, elle rentre dans une modernité. C'est pas toujours homogène. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Mais ça rentre dans une modernité et donc les pouvoirs doivent répondre à cette modernité. On n'est plus dans les pouvoirs africains qu'on a connus dans les années 60-70. C'est fini, ça. Isis Ascobereta, les illustrations sur le Togo. Oui, justement, on a un dessin d'un dessinateur togolais qu'on ne connaissait pas, donc on a découvert, et qui s'appelle Denissan Donald et qui travaille pour le journal Liberté. Donc voilà, il nous explique manifestation partout au Togo, les pouvoirs Forevi Sekwe. Alors on m'expliquait tout à l'heure ici à France 24 que Forevi, ça veut dire le petit fort, comme on l'appelle. Et donc voilà, vous allez ces personnages qui s'affairent à tout prix à son siège présidentiel et la population qui essaie justement de changer cette situation. Retour à la Constitution de 1992. Et lui qui s'exclame « Papa m'a dit de ne jamais laisser les pouvoirs m'échapper, je vais résister ». Merci beaucoup Isis Ascobereta pour ces illustrations. On aurait aimé aussi pouvoir dire un mot sur le Mexique et les plus de 200 victimes de ce tremblement de terre à Mexico cette semaine. Voilà, merci beaucoup Isis Ascobereta. Merci également Birgit Holzer, merci Aziad Limam et à José Manuel Lamarque d'avoir été avec nous. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.